Monsieur Flammarion, en préambule à votre conférence, pensez-vous que les hommes face à l'inconnu aient l'esprit borné? Un grand nombre d'hommes sont atteints d'une véritable myopie intellectuelle, et selon la juste image de Lemierre, prennent leurs horizons pour les bornes du monde. Les faits nouveaux, les idées nouvelles les offusquent, les horripilent. Ils ne veulent rien voir changer à la marche accoutumée des choses. L'histoire du progrès des connaissances humaines est pour eux lettre morte. L'audace des chercheurs, des inventeurs, des révolutionnaires leur paraît criminelle. Il semble à leurs yeux que l'humanité ait toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, et ils ne se souviennent ni de l'âge de la pierre, ni de l'invention du feu, ni de celle des maisons, des voitures et des chemins de fer, ni des conquêtes de l'esprit, ni des découvertes de la science. On retrouve encore en eux quelques traces de l'héritage des poissons et même des mollusques. Bien assis, au surplus, dans leurs larges fauteuils, ces excellents bourgeois demeurent imperturbablement satisfaits. Ils sont absolument incapables d'admettre ce qu'ils ne comprennent pas et ne se doutent pas qu'ils ne comprennent rien du tout. Ils ne savent pas qu'au fond de l'explication de tous les phénomènes de la nature, il y a l'inconnu. Ils ne savent pas qu'au fond de l'explication de tous les phénomènes de la nature, il y a l'inconnu, et ils se contentent de changements de mots. Pourquoi une pierre tombe-t-elle? Parce que la terre l'attire. Une réponse aussi claire suffit à leurs ambitions. Ils croient comprendre. Une phraséologie classique les séduit comme au temps de Molière. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette, disait Stagnarel. Dans tous les siècles et tous les degrés de civilisation, on rencontre de ces hommes simples, tranquilles, non toutefois dépourvus de vanité, qui nient candidement les choses inexplorées, qui prétendent juger l'insondable organisation de l'univers. Telles deux fourmis dans un jardin s'entretenant d'histoire de France ou de la distance du soleil. Parcourons l'histoire et édifions-nous de quelques exemples. L'école de Pythagore, affranchie des idées communes sur la nature, s'était élevée à la notion du mouvement diurne de notre planète qui évite au ciel immense et sans bornes l'obligation absurde de tourner en 24 heures autour d'un point insignifiant. Que le suffrage universel se révolte contre cette idée de génie, cela va de soi. On ne peut pas demander à un éléphant de s'envoler vers le nid des aigles. Mais la force des préjugés vulgaires est telle que même des esprits supérieurs restèrent dans l'impossibilité de s'élever à cette conception. Platon lui-même et Archimède, ces deux brillantes intelligences, et les astronomes eux-mêmes, Hipparque et Ptolémée. Celui-ci ne peut s'empêcher de rire aux éclats d'une pareille billevesée. Il qualifie la théorie du mouvement de la Terre de complètement ridicule, panou geloïtaton. L'expression est tout à fait pittoresque. On voit d'ici le ventre d'un bon chanoine se secouer et se tordre à une plaisanterie de cette force. Panou geloïtaton, Dieu, que c'est drôle. La terre qui tournerait. Les pythagoriciens sont toqués. C'est leur tête qui tourne. Socrate boit la ciguë pour s'être affranchi des superstitions de son temps. Anaxagore est persécuté pour avoir osé enseigner que le soleil est plus grand que le Péloponnèse. 2000 ans plus tard, Galilée est persécuté à son tour pour affirmer la grandeur du système du monde et l'insignifiance de notre planète. La recherche de la vérité n'avance qu'à pas lents, mais les passions humaines et les intérêts dominateurs aveuglants restent les mêmes. Et le doute dure encore, malgré les preuves accumulées par toute l'astronomie moderne. N'avons-nous pas dans nos bibliothèques un ouvrage publié en 1806, expressément contre le mouvement de la Terre et déclarant que jamais son auteur n'admettra qu'il tourne comme un chapon à la broche? Ce brave chapon était un homme de beaucoup d'esprit d'ailleurs, ce qui n'exclut pas l'ignorance. C'était un membre de l'Institut, portant le nom de Mercier, plus connu par son tableau de Paris, et que l'on aurait pu croire doué d'un jugement plus étendu et plus sûr. J'assistais un jour à une séance de l'Académie des sciences. Le jour, d'hilarante mémoire, où le physicien du Moncel présenta le phonographe d'Edison à la docte assemblée. Une fois la présentation faite, l'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors on vit un académicien d'un âge mûr, l'esprit pénétré, saturé même des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison et le saisir à la gorge en s'écriant «
Misérables, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque. Ce membre de l'Institut s'appelait Monsieur Bouillot. C'était le 11 mars 1878. Le plus curieux encore peut-être, c'est que 6 mois après, le 30 septembre, dans une séance analogue, il tint à honneur de déclarer qu'après un mûr examen, il n'y avait là pour lui que la ventriloquie, et qu'on ne peut admettre qu'un vil métal puisse remplacer le noble appareil de la phonation humaine. Le phonographe n'était selon lui qu'une illusion d'acoustique. Lorsque Lavoisier fit l'analyse de l'air et découvrit qu'il se compose principalement de 2 gaz, l'oxygène et l'azote, cette découverte trouba plus d'un esprit positif et rassis. Un membre de l'Académie des sciences, le chimiste Baumé, l'inventeur de l'aéromètre, croyant fermement aux 4 éléments de la science antique, écrivait doctoralement « Les éléments ou principes des corps ont été reconnus et confirmés par les physiciens de tous les siècles et de toutes les nations. Il n'est pas présumable que ces éléments, regardés comme tels depuis 2000 ans, soient mis de nos jours au nombre des substances composées, et qu'on puisse donner comme certains des procédés pour décomposer l'eau et l'air, et des raisonnements absurdes pour rien dire de plus, pour nier l'existence du feu et de la terre. Les propriétés reconnues aux éléments tiennent à toutes les connaissances physiques et chimiques acquises jusqu'à présent. Elles ont servi de base à une infinité de découvertes des théories, plus lumineuses les unes que les autres, auxquelles il faudrait ôter aujourd'hui toute croyance. Si le feu, l'air, l'eau et la terre étaient reconnus pour n'être plus des éléments. Tout le monde sait aujourd'hui que ces 4 éléments, si religieusement défendus, n'existent pas, et que ce sont les chimistes modernes qui avaient raison en décomposant l'air et l'eau. Quant au feu ou phlogistique, d'après Baumé et ses contemporains, était le Deus ex machina de la nature et de la vie. Il n'a jamais existé que dans l'imagination des professeurs. Et Lavoisier lui-même, ce grand chimiste, n'est pas indemne de la même accusation contre ceux qui croient tout découvert, car il a écrit un savant rapport à l'Académie pour démontrer que les pierres ne peuvent pas tomber du ciel. Or la chute d'aérolithes, à propos de laquelle il fit ce rapport officiel, avait été admirablement observée dans tous ses détails. On avait vu et entendu le bolide éclater, on avait vu l'aérolithe tomber, on l'avait ramassé tout brûlant, on l'avait ensuite soumis à l'examen de l'Académie, et l'Académie déclara par l'organe de son rapporteur que la chose était incroyable et inadmissible. Remarquons aussi que, depuis des milliers d'années, des pierres étaient tombées du ciel devant des centaines de témoins, qu'on en avait recueilli un grand nombre, que plusieurs étaient conservées dans les églises, dans les musées, dans les collections. Mais il manquait encore, à la fin du siècle dernier, un homme indépendant pour les affirmer. Cet homme arriva. Ce fut Chladni. Je ne jette la pierre ni à Lavoisier ni à personne, qu'on l'entende bien, mais la tyrannie des préjugés. On ne croyait pas, on ne voulait pas croire que des pierres puissent tomber du ciel. Cela paraissait contraire au sens commun. Par exemple, Gassendi est l'un des esprits les plus indépendants, les plus instruits du XVIIe siècle. Un aérolithe pesant 30 kilos est tombé en Provence en 1627 par un clair soleil. Gassendi l'a vu, l'a touché, l'a examiné, et l'a attribué à quelque éruption terrestre inconnue. Les professeurs péripapéticiens du temps de Galilée affirmaient doctoralement que le soleil ne pouvait pas avoir de taches. Le spectre du Brocken, la Fata Morgana, le mirage ont été niés par un grand nombre de gens sensés, tant qu'ils n'ont pas été expliqués. Il n'y a pas fort longtemps encore, 1890, que la foudre en boule était révoquée en doute en pleine Académie des sciences de Paris par celui-là même des membres de l'Institut qui auraient dû le mieux la connaître. L'histoire des progrès de la science nous montre, à chaque instant, que de grands et féconds résultats peuvent provenir d'observations simples et presque vulgaires. Dans le domaine de l'étude scientifique, rien ne doit être dédaigné. Quelle transformation merveilleuse de la vie moderne l'électricité n'a-t-elle pas produite? Télégraphe, téléphone, lumière électrique, moteur léger et rapide, etc., etc. Sans l'électricité, les nations, les cités, les mœurs seraient tout autres. Sans elle, par exemple, la locomotion à vapeur n'aurait pu prendre ses développements, car si les stations ne pouvaient communiquer instantanément l'une avec l'autre, les trains ne pourraient circuler avec sécurité sur les voies.
Or, le berceau de cet admirable fait est humblement voilé dans les premières lueurs à peine sensibles de l'aurore naissante. On n'y distingue que des éléments bien vagues que des yeux perspicaces ont eu la gloire de remarquer, de signaler à l'attention du monde. On se souvient du bouillon de grenouille de Madame Galvani en 1791. Galvani avait épousé la jolie fille de son ancien professeur, Lucie Galeozzi, et l'aimait tendrement. Elle était souffrante à Bologne, se mourant de la poitrine. Le médecin avait ordonné un bouillon de grenouille, mais d'ailleurs excellent. Galvani avait tenu à le préparer lui-même. Assis sur son balcon, dit-on, il avait dépouillé un certain nombre de ces petites bêtes et avait suspendu les membres inférieurs séparés du tronc à ce balcon de fer au moyen de petits crochets de cuivre qui lui servaient dans ses expériences. Lorsqu'il vit avec un étonnement que justifiait l'étrangeté du phénomène, les membres des grenouilles s'agitaient convulsivement toutes les fois qu'il avait touché accidentellement le fer du balcon. Galvani, qui était lui-même professeur de physique à l'université de Bologne, étudia le fait avec une rare sagacité et découvrit bientôt les conditions nécessaires pour le reproduire. Prenons les membres inférieurs d'une grenouille écorchée. Nous remarquerons les nerfs lombaires, les filets blancs. Si l'on saisit ces nerfs, si on les enveloppe avec une feuille d'étain, et si on pose les cuisses dans l'état de flexion sur une lame de cuivre, alors, en faisant toucher la petite lame d'étain à la lame de cuivre, à l'instant les muscles se contracteront et un léger obstacle contre lequel on aurait appuyé l'extrémité des pattes sera renversé avec assez de force. Telle est l'expérience à laquelle Galvani fut conduit par le hasard. Il lui dut la découverte qui porte son nom, le galvanisme, et qui donna naissance dans la suite à la pile de Volta, à la galvanoplastie et à tant d'autres applications de l'électricité. L'observation du physicien de Bologne fut accueillie par un immense éclat de rire, à l'exception de quelques savants sérieux qui lui donnèrent l'attention qu'elle méritait. Le pauvre inventeur en fut très attristé. Je suis attaqué, écrivait-il en 1792, par deux sectes bien opposées, les savants et les ignorants. Les uns et les autres se rient de moi et m'appellent le maître de danse des grenouilles. Pourtant, je sais que j'ai découvert une des forces de la nature. Vers la même époque, le magnétisme humain n'a-t-il pas été absolument nié à Paris par l'Académie des sciences et la faculté de médecine? On attendit pour y croire, et encore, que Jules Cloquet opéra d'un cancer au sein, sans douleur, une femme préalablement magnétisée. C'est ce qui était arrivé pour la découverte de la circulation du sang. Guy Patin et la faculté n'ont-ils pas mordu Harvey de leur sarcasme? J'ai connu à Turin, vers 1873, un descendant très pauvre du marquis de Jouffroy, mon compatriote de la Haute-Marne, l'inventeur des bateaux à vapeur en 1776. On sait que cet ingénieux chercheur avait épuisé toutes ses ressources à démontrer la possibilité d'appliquer la vapeur à la navigation. Un premier bateau avait marché sur le Doubs à Baume-les-Dames. Un autre remonta à la Saône, à Lyon, jusqu'à l'île Barbe. Jouffroy voulut fonder une compagnie pour l'exploitation, mais lui fallait un privilège. Le gouvernement soumit la question à l'Académie des sciences qui, sous l'inspiration de Perrier, l'auteur de la pompe à feu de Chaillot, répondit par un avis défavorable. Tout le monde d'ailleurs accablait le pauvre marquis de plaisanterie sur la prétention de vouloir accorder le feu et l'eau, et on le saluait du sobriquet de Jouffroy la pompe. Le malheureux inventeur finit par se décourager, immigra ensuite sous la Révolution, et revint en France pendant le consulat pour constater que Fulton, à son tour, n'était pas plus heureux avec le premier consul qu'il ne l'avait été lui-même sous l'Ancien Régime. D'autre part, Fulton ne réussit pas davantage à convaincre l'Angleterre en 1804, et ce n'est qu'en 1807 que son premier bateau à vapeur peut être lancé victorieusement sur l'Hudson, dans sa propre patrie, qui finit par lui rendre une justice un peu tardive. Presque tous les inventeurs en sont là. Un autre de mes compatriotes de la Haute-Marne, Philippe Lebon, qui inventa l'éclairage au gaz en 1797, mourut en 1804, le jour de la cérémonie du couronnement de l'empereur, assassiné, dit-on, aux Champs-Élysées à Paris, sans avoir vu son pays adopter son idée. On objectait surtout qu'une lampe sans mèche ne pouvait pas brûler. L'éclairage au gaz fut appliqué en 1805 par l'Angleterre, à Birmingham, en 1813, à Londres, en 1818 à Paris. Lors de la création des chemins de fer,
Des ingénieurs démontrèrent qu'il ne marcherait pas et que les roues des locomotives tourneraient sur place. À la Chambre des députés en 1838, Arago tempéra l'ardeur des partisans de la nouvelle invention, parla de l'inertie de la matière et de la ténacité des métaux et de la résistance de l'air. Les vitesses, disait-il, seront grandes, très grandes, mais pas autant qu'on l'avait espéré. Ne nous payons pas de mots, on parle de l'accroissement du transit. En 1836, le montant total des frais de transit en France a été de 2 803 000 francs. Si tous les chemins de fer étaient exécutés, si tout le transit s'effectuait par rail et locomotive, les 2 803 000 francs se réduiraient à 1 052 000. Ce serait par an une diminution de 1 751 000 francs. Le pays perdrait donc environ les 2 tiers de la dépense totale du transport par routier. Méfions-nous de l'imagination, cette folle du logis. 2 tringles de fer parallèles ne donneront pas une face nouvelle aux Landes de Gascogne. Et tout le discours se continue sur ce ton. On voit que lorsqu'il s'agit d'idées nouvelles, les plus grands esprits peuvent se tromper. Et monsieur Thiers, j'admets, disait-il, que les chemins de fer présenteront quelques avantages pour le transport des voyageurs. Si l'usage en est limité à quelques lignes fort courbes aboutissant à de grandes villes comme Paris, il ne faut pas de grandes lignes. Et Proudhon, c'est une opinion banale et ridicule de prétendre que les chemins de fer peuvent servir à la circulation des idées. En Bavière, le Collège royal de médecine consulté déclara que les chemins de fer causeraient, s'ils étaient réalisés, le plus grand tort à la santé publique, parce qu'un mouvement aussi rapide provoquerait des ébranlements cérébraux chez les voyageurs et des vertiges dans le public extérieur, et recommanda d'enfermer les voies entre 2 cloisons en planches à la hauteur des wagons. Lorsque parut la proposition d'établir un câble sous-marin entre l'Europe et l'Amérique en 1853, l'une de nos grandes autorités en physique, Babinet, de l'Institut, examinateur de l'école polytechnique, écrivit dans la revue des Deux Mondes « Je ne puis regarder ces idées comme sérieuses. La théorie des courants pourrait donner des preuves sans réplique de l'impossibilité d'une telle transmission, même qu'on ne tiendrait pas compte des courants qui s'établissent d'eux-mêmes dans un long fil électrique et qui sont très sensibles dans le petit trajet de Douvres à Calais. Le seul moyen de joindre l'ancien monde au nouveau, c'est de franchir le détroit de Bering à moins de passer par les îles Féroé, l'Islande, le Groenland et le Labrador. » Le géologue Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences mort en 1874, n'a pas cessé toute sa vie de nier l'homme fossile sans rien savoir de positif sur ce point. Mon laborieux ami Émile Rivière a découvert en 1872 l'homme fossile dans une grotte près de Menton et l'a fait transporter au Muséum de Paris, où chacun peut le voir. C'est à peine aujourd'hui si l'on daigne l'admettre. Et M. Rivière, à l'heure actuelle, 1899, n'a même pas été décoré. Dieu sait pourtant combien il y a comme contraste de médiocrité décorée. En Angleterre, la Société royale a refusé, en 1841, l'insertion du plus important mémoire du célèbre Joule, fondateur avec Mayer de la thermodynamique, et Thomas Young, fondateur avec Fresnel de la théorie ondulatoire de la lumière, a été ridiculisé par Lord Brougham. En Allemagne, d'autre part, Mayer, voyant le scepticisme narquois avec lequel son immortelle découverte était accueillie des savants officiels, se prit à douter de lui-même et se jeta par la fenêtre. Un peu plus tard, les académies lui tendaient les bras. Le grand électricien Ohm a été traité de fou par ses compatriotes allemands. Et comment ne pas souvenir de ce qui arriva lors de l'invention de la lunette d'approche? Les sénateurs des Pays-Bas refusèrent d'accorder un brevet parce qu'on n'y regardait que d'un œil. Et un demi-siècle plus tard, l'éminent astronome Hevelius refusa d'adapter des verres à ses instruments pour son catalogue d'étoiles parce qu'il supposait qu'il nuirait à la précision des déterminations de position. Ces exemples pourraient être continués jusqu'à la fin du monde. Ils suffisent pour nous édifier sur l'un des aspects de l'esprit humain, sur un caractère non négligeable dans notre recherche de la vérité. Un ami de 30 années, d'affectueux attachement et de doux voisinage intellectuel, Eugène Nuss a dédié l'un de ses ouvrages « Choses de l'autre monde ». Oman des savants, brevetés, patentés, palmés, décorés et enterrés, qui ont repoussé la rotation de la Terre, les météorites, le galvanisme, la circulation du sang, la vaccine, l'ondulation de la lumière, le paratonnerre, le daguerréotype, la vapeur, l'hélice, les paquebots, les chemins de fer, l'éclairage au gaz, le magnétisme et le reste,
à ceux vivants et à naître qui font de même dans le présent et feront de même dans l'avenir. Je trouverai fort irrévérencieux de l'imiter, et je me garderai bien d'écrire la même dédicace en tête de ce livre. Mais je la rappelle pourtant, et je la laisse imprimer, car elle n'est pas sans valeur philosophique, et j'ajouterai qu'avec un historien de ces phénomènes, que ces retardataires que l'on rencontre partout dans les sciences, dans les arts, dans l'industrie, en politique, en administration, etc., ont leur utilité. Passés à l'état de borne, ils jalonnent la route du progrès. Auguste Comte et Littré ont paru tracer à la science sa voie définitive, sa voie positive. N'admettre que ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on entend, ce qui tombe sur le témoignage direct des sens, et ne pas chercher à connaître l'inconnaissable depuis un demi-siècle, c'est la règle de conduite de la science. Mais voici, en analysant les témoignages de nos sens, on trouve qu'ils nous trompent absolument. Nous voyons le soleil, la lune et les étoiles tourner autour de nous, c'est faux. Nous sentons la terre immobile, c'est faux. Nous voyons le soleil se lever au-dessus de l'horizon, il est au-dessous. Nous touchons des corps solides, il n'y en a pas. Nous entendons des sons harmonieux, l'air ne transporte que des ondulations silencieuses en elles-mêmes. Nous admirons les effets de la lumière et des couleurs qui font vivre à nos yeux le splendide spectacle de la nature. En fait, il n'y a ni lumière ni couleur, mais seulement des mouvements éthérés obscurs qui, en frappant notre nerf optique, nous donnent des sensations lumineuses. Nous nous brûlons le pied au feu, c'est à notre insu. Dans notre cerveau seulement que réside la sensation de la brûlure. Nous parlons de chaleur et de froid. Il n'y a dans l'univers ni chaleur ni froid, mais seulement du mouvement. Ainsi, nos sens nous trompent sur la réalité. Sensation et réalité sont deux. Ce n'est pas tout. De plus, nos 5 pauvres sens sont insuffisants. Ils ne nous font sentir qu'un très petit nombre de mouvements qui constituent la vie de l'univers. Pour en donner une idée, je répéterai ici ce que j'écrivais dans l'Humaine il y a un tiers de siècle. Depuis la dernière sensation acoustique perçue par notre oreille, due à 36 850 vibrations par seconde, jusqu'à la première sensation optique perçue par notre œil, due à plus de 400 milliards de vibrations dans la même unité de temps, nous ne pouvons rien percevoir. Il y a là un intervalle énorme avec lequel aucun sens ne nous met en relation. Si nous avions d'autres cordes à notre lyre, 10, 100 000, l'harmonie de la nature se traduirait plus complètement en les faisant entrer en vibration. D'une part, nos sens nous trompent, d'autre part, leur témoignage est tout à fait incomplet. Il n'y a pas là de quoi être si fier et poser en principe une prétendue philosophie positive. Sans doute, il faut bien nous servir de ce que nous avons. La foi religieuse dit à la raison, ma petite amie, tu n'as qu'une lanterne pour te conduire. Souffle dessus et laisse-toi mener par moi. Ce n'est pas notre avis. Nous n'avons qu'une lanterne et même une assez mauvaise, mais l'éteindre serait le comble de l'aveuglement. Reconnaissons au contraire, en principe, que la raison, ou si l'on veut le raisonnement, doit toujours et en tout être notre guide. Hors de là, il n'y a plus rien du tout. Mais ne circonscrivons pas la science dans un cercle étroit. J'en reviens encore à Auguste Comte, parce qu'il est le fondateur de l'école moderne, et qu'il représente l'un des plus grands esprits de notre siècle. Il limite la sphère de l'astronomie à ce qu'on savait de son temps. C'est tout simplement absurde. Nous concevons, dit-il, la possibilité d'étudier la forme des astres, leur distance, leur mouvement, tandis que nous ne saurons jamais étudier par aucun moyen leur composition chimique. Ce célèbre philosophe est mort en 1857. 5 ans plus tard, l'analyse spectrale faisait précisément connaître la composition chimique des astres et classer les étoiles dans l'ordre de leur nature chimique. C'est comme les astronomes du XVIIe siècle qui affirmaient qu'il ne peut exister que 7 planètes, l'inconnu d'hier et la vérité de demain. On serait dans l'erreur cependant, en supposant que les savants, certains savants, et les hommes en vue soient seuls responsables de ces actes d'inertie. Il en est de même de la majorité de l'humanité, et le gros du public est dans le même cas. La patte du cerveau humain est à peu près la même, que l'on soit savant, littérateur, artiste, magistrat, politicien, industriel, ouvrier, laboureur ou feignant. Les reproches que l'on peut adresser aux hommes dont l'esprit est fermé, aux conceptions nouvelles à ces êtres comme Napoléon par exemple, auquel l'invention aurait assuré la ruine de sa plus puissante ennemie l'Angleterre, n'ont pas compris l'invention de la vapeur s'applique pour ainsi dire à tout le monde.
Un homme d'ailleurs peut être très supérieur en certaines facultés et très inférieur en d'autres. Les exemples regrettables qui précèdent ne font donc pas le procès des savants particuliers, et encore moins celui de la science. Seulement, on aimerait voir les esprits éclairés ne pas tomber dans la commune impuissance du vulgaire, et c'est à cause de l'estime qu'ils nous inspirent que nous remarquons davantage leurs faiblesses. Il est juste de nous souvenir toutefois qu'il y a une excuse à ces obstructions, à ces freins, à ces résistances. En général, on n'est pas sûr de la réalité ni de la valeur des choses nouvelles. Les premiers bateaux à vapeur marchaient mal et ne valaient pas les bateaux à voile. Les premiers becs de gaz éclairaient peu et sentaient mauvais. La terre, vraiment, paraît bien fixe et bien stable. L'eau et l'air semblaient des éléments. Il ne paraît pas naturel que des pierres tombent du ciel. Les premières manifestations de l'électricité étaient incohérentes. Les chemins de fer dérangeaient tout. Et puis, le génie est en avant, une découverte nouvelle est en avant. Il est donc tout naturel que l'on soit en arrière et que l'on ne comprenne pas. Et puis aussi, bien souvent, les faits nouveaux, peu connus, inexpliqués, sont vagues, embrouillés, d'une analyse difficile, mal servie par ceux qui les présentent. Quelle difficulté le magnétisme humain n'a-t-il pas eu à traverser avant d'arriver à l'état d'expérimentation scientifique d'où il est aujourd'hui sous d'autres noms? Et combien n'a-t-il pas été exploité par des charlatans se jouant de la crédulité publique? Et dans les phénomènes magnétiques, comme dans ceux du spiritisme, que de fraude, que de supercherie, que d'infâmes mensonges, sont comptées les personnes stupides qui trichent pour s'amuser. Et de quel tour merveilleux les précédigitateurs ne sont-ils pas capables? On peut donc excuser en partie les réserves des hommes de science. La découverte récente des rayons Roentgen, si incroyable et si étrange en elle-même à son origine, devrait nous éclairer sur l'exiguë petitesse du champ de nos observations habituelles, voir à travers des objets opaques, dans l'intérieur d'un coffre fermé, distinguer le squelette d'un bras, d'une jambe, d'un corps à travers la chair et les vêtements. Une telle découverte et son contredit tout à fait contraire à nos certitudes accoutumées. Cet exemple est assurément l'un des plus éloquents en faveur de cet axiome. Il est anti-scientifique d'affirmer que les réalités s'arrêtent à la limite de nos connaissances et de nos observations.